Les amis, bonjour. Bienvenue encore une fois sur cette nouvelle vidéo. C'est marrant parce que plus on les tourne et plus il y a de la distance parce que je suis en train de prendre de l'avance sur mes vidéos. Donc là, l'invité que vous voyez là, vous le voyez 7 semaines après le tournage de cette interview. Je suis très content de l'avoir parce que c'est quelqu'un avec qui on va pouvoir avoir des discussions autour de différents thèmes. On ne l'entend pas énormément comment dire, s'exprimer au sein de la communauté magique au niveau de sa philosophie. Voilà, c'est tout l'intérêt de ces interviews, de pouvoir donner la parole à des gens qui, moi, personnellement, me plaisent dans le travail, peut-être un petit peu physiquement, mais c'est autre chose, je ne suis pas là. On est, les amis, aujourd'hui avec Antonio Benlibre, alias Antonio le magicien. Comment ça va, Antonio? Ouais, ça va, Quentin. Donc, je te plais physiquement, c'est ça? Ouh, à qui, à Ça me fait qui, plaisir. à qui ne plais-tu pas physiquement? Même depuis que j'ai fait une boule à zéro. Et surtout depuis que tu as fait une boule à zéro. J'ai adoré la boule à zéro. T'es gentil. Écoute, pour les quelques personnes qui sont là et qui te connaissent pas, peut-être des non-magiciens, peut-être des gens qui regardent pas la télé, parce que tu y es beaucoup quand même, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots et puis ensuite on passera dans le vif du sujet. Eh bien, en deux mots, tu m'as déjà demandé gentiment d'intervenir dans ton émission. Je dis, OK, sympa, super, ça me fait plaisir de parler aux magiciens. Et alors, donc, moi, ça fait presque 30 ans que je fais de la magie. Avec un prof, avec une prof qui s'appelle Alexandra Duvivier. C'est avec elle que j'ai commencé pendant 3 4 mois de magie. Et ensuite, j'ai rencontré Bébel qui m'a appris la base des cartes. Et au bout de 2 3 ans, je me suis mis autodidacte, comme on dit, même si j'avais démarré un petit peu avec Bébel. Et là, j'ai commencé par moi-même à trouver mes routines et surtout à bifurquer un peu sur le mentalisme, qui à l'époque n'était pas très à la mode mais qui était déjà très forte au niveau de l'impact. Et ensuite, des rencontres événementielles avec des magiciens qui m'ont fait travailler un peu partout. Et la télé, après 3 4 ans de télé, non, après 3 4 ans de magie, j'ai fait mes premières télés en Espagne. Les gens ne savent pas trop ça, mais j'ai commencé déjà la télé en 96 97. Mes premières télés, mes premières armes, c'était en Espagne. Et c'était des petites télés, hein, c'était pas des gros trucs. Et puis voilà, événementiel, beaucoup d'événementiels, pas de théâtre, parce que je voulais pas faire de théâtre. Pour être heureux, vivons cachés. Donc je faisais mon événementiel de mon côté, et je faisais beaucoup de prestats parce que j'avais une moyenne de 25 dates par mois avant Covid, tu vois, donc ce qui est énorme. Donc je voyageais beaucoup et j'aimais bien ce côté événementiel. Ensuite, Incroyable Talent. Alors, Incroyable Talent, du coup, producteur, théâtre, voilà, j'ai fait 1 an de théâtre, et ça s'est bien passé. J'ai gagné le prix AFAP pour le spectacle de l'année. Waouh. Avant ça, il y a eu C'est à vous aussi. Avant Incroyable Talent, j'ai fait une saison sur C'est à vous sur France 5 qui était vraiment top. Et puis, donc, après Incroyable Talent, Actuality sur France 2, Arthur, Diversion, Un vendredi tout est permis, plein de choses comme ça. Voilà. Oui, c'est-à-dire que même si, bon, Incroyable Talent t'a donné une exposition disons, auprès des profanes, beaucoup plus grande. Ouais. Je veux dire, voilà, maintenant, pour pas mal de gens qui suivent les émissions de divertissement, type Vendredi tout est permis ou C'est à vous, effectivement, Actuality, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait, Actuality. Euh, Merci. J'ai adoré cette émission. et Avec Victor et Luc, franchement, on a adoré cette émission. C'était du direct et c'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup aimé. Et surtout, l'animateur est d'une gentillesse. Alors, Arthur aussi, hein, et les autres aussi, mais l'animateur, on avait carte blanche. Des fois, je faisais 7 8 9 10 minutes en direct. Ça n'arrive plus maintenant à la télé. Maintenant, tu fais 2 3 minutes, tu vois. Et là, on était en direct, ils nous laissaient champ libre, un peu comme Arthur d'ailleurs, parce que des fois sur Vendredi tout est permis, je fais des 8 9 10 minutes, ils ne nous coupent pas. Bon. Mais Actualité, on a adoré cette émission parce que t'as le stress du direct. Et j'ai tenté des trucs, mais des fois je me dis, je suis inconscient parce que j'ai tenté des fois de l'électronique où j'avais très peu de connexion. Allez, on y va quand même, c'est du direct, il faut y aller.
Donc, c'est vrai que on a adoré cette émission avec l'adrénaline du direct. J'ai beaucoup aimé, mais c'est flippant quand même. Pour le coup, j'ai bien envie d'avoir cette discussion avec toi parce que de mon côté, j'ai fait 4 ans de direct sur France 3 régional chez moi. Et du coup, la contrainte du direct, la contrainte de la télé, c'est vrai qu'on est sur un monde qui est très différent de ce qu'on peut voir en presta, de ce qu'on peut voir quand on est en conditions réelles. Pour toi, qu'est-ce que ça apporte de plus? Parce que ce que ça amène de moins par rapport aux prestations live, la télé, on est d'accord, on a moins de contacts, enfin bon, voilà, plein de choses. Mais qu'est-ce que ça apporte de plus pour toi, la télé, en rapport aux prestations directes avec les gens, je veux dire? Alors, moi, j'ai toujours voulu faire de la télé. Je m'en cache pas. J'ai toujours voulu avoir une chronique régulière, comme faisait Sylvain Mirouf, comme faisait Majax, comme faisait Billy, Bernard, mon pote. J'ai toujours voulu avoir ce petit côté régulier, récurrent à la télé pour me donner un challenge et me dire toutes les semaines faire des nouvelles choses. Hmm. Toutes les semaines ou tous les mois, parce que là, sur Vendredi Tout est permis, j'y suis une fois par mois. Donc, c'est assez récurrent et je me dis, voilà, se renouveler, c'est pas évident. J'en parlais avec Bernard, il me dit, tu verras, bon, lui, pendant 20 ans, il s'est renouvelé, même 25 ans. Donc, j'aime beaucoup cet exercice, ça te met en danger, tu cherches des nouvelles choses et la magie en télé, c'est pas la magie en événementiel. Et j'ai toujours voulu faire de la télé et surtout pour quand tu as un client qui t'appelle en événementiel plutôt, tu envoies des passages télé et tout de suite, ça parle. C'est pratique, hein. Tout de suite, ça match. Tu vois, j'ai fait un teaser là qui dure 3 minutes 50 que je fais avant mon spectacle sur scène. J'ai que des passages de télé. Donc, c'est beaucoup plus vendeur que si tu te filmes dans ta cuisine en faisant une levée double, que si tu as des présentateurs qui t'annoncent et, dans différentes émissions et dans différentes chaînes. Donc, j'ai toujours voulu faire de la télé et pour mon challenge personnel, pour savoir si j'en étais capable, et aussi surtout pour récupérer ces morceaux de vidéos à envoyer aux clients en disant, voilà, je vous propose un tour, un billet dans le citron. Tenez, vous voulez voir un extrait? Bim, je vous envoie. Je vous propose une bague qui vole. Et c'est pour ça que j'ai fait Incroyable Talent. Incroyable Talent, il me manquait une vidéo de bague qui vole. Mais je me dis, bon, bah, on va faire Incroyable Talent, on va faire la bague qui vole, et puis après, je rentre à la maison. Est-ce que Et est-ce ça que s'est tu as passé est-ce que comme tu ça. fait est-ce que tu as choisi ta première audition d'Incroyable Talent en fonction de ce qui te manquait comme vidéo pour tes Ouais. prestats? Ouais, Tu te c'est fous de ma ça en gueule. fait, c'est ça. Non, c'est ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai fait de la... Je sais pas si... Enfin, si tu remarques bien, j'ai dû faire une cinquantaine de télé. J'ai rarement fait 2 fois le même tour. Dans les cinquantaines, Ce qui est vrai. ouais, je dis 50, 60 peut-être, je sais pas. Je mets tout en œuvre à chaque fois pour faire des tours différents, pour avoir des vidéos différentes. Parce que si dans les 50, tu fais le journal déchiré, si tu le fais 10 fois sur les 50, il n'y a aucun intérêt. Et moi, je voulais avoir plusieurs extraits, mais de différentes prestations que je fais en événementiel. Donc, j'ai fait des book tests que je fais en événement. Il y a un seul tour que je n'ai pas encore fait à la télé. C'est ma version du PK Touch qui est assez poussée, qui est assez intéressante. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Mais parce que je ne vais pas le faire sur Vendredi Tout est permis, parce que c'est une version scénique, c'est un truc assez joli. Et Vendredi Tout est permis, on est là pour déconner, quoi. Et là, c'est un tour plutôt sérieux. Et à chaque fois que je fais de la télé, je me dis, tiens, je vais faire ça parce que j'ai toujours pas de vidéo là-dessus. Et puis, c'est télévisuel. Voilà, il y a Incroyable Talent. Alors, moi, je voulais faire le plus grand cabaret du monde, mais ils n'ont jamais voulu de moi. Et je me suis dit, bon, bah, Incroyable Talent, bah, ça fait 7 8 ans qu'il me court derrière. Et tous les ans, je disais non, 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 non. Et avec la venue d'Éric Antoine, il y a 5 ans, je crois qu'Éric est là, je trouve que l'émission et monter en gamme. Avec la venue d'Éric Antoine, il y a plus de qualité au niveau artistique. Il y a des très bons magiciens qui sont passés. Et c'est ça qui m'a donné envie de le faire. Parce que quand tu vois qu'il y a des gens comme Da Silva, Olmac, Éric Leblond, Mortimer, Gus, tu as des gens comme ça. Éric Antoine qui est passé il y a longtemps, Enzo Wayne, Florence Invé, quand tu as des têtes Stone. d'affiche qui viennent faire cette émission, tu te dis, là, ça commence à monter en gamme. Il y avait Jean-Luc Bertrand, il y a Stone. Donc tu te dis, là, ça commence à monter en gamme, et là, c'est intéressant de le faire. Bon, Sloan est passé après moi, mais là, c'est intéressant de le faire. Donc du coup, le cabaret n'a jamais voulu de moi, et donc bon, bah, je me suis dit, je vais aller sur M6, je vais faire la bague qui vole,
je vais avoir une belle vidéo, et puis je rentre chez moi et j'arrête la télé. Et pour moi, c'était vraiment ça. J'arrête la télé parce que j'en avais fait un petit peu avant, très peu, mais sans savoir qu'après Incroyable Talent, j'allais en faire 3 fois plus, quoi. Parce que l'aventure Incroyable Talent, alors on va pas faire toute l'interview là-dessus, parce que en vrai, il y a qu'à aller voir les passages, enfin, je veux dire, voilà, mais l'aventure Incroyable Talent est allée très loin pour toi. Euh, Tu es arrivé donc en finale, tu as gagné Incroyable Talent. Ça faisait une paye qu'un magicien n'avait pas gagné Incroyable Talent. Je sais même pas si c'est déjà arrivé en France. Non, en France, jamais. En France, je suis le seul magicien à avoir gagné. En Angleterre, je crois que la même année que moi, ou une année avant, je crois, un an avant, quelqu'un avait gagné, un magicien avait gagné en Angleterre. Aux États-Unis, tu as eu Shin Lim. Je Évidemment. crois qu'on était un an avant ou en même temps. Mais en France, aucun magicien n'a gagné l'émission. Alors, comme tu l'as dit, tu aimes le mentalisme, tu as commencé ça il y a un moment, c'était pas à la mode. Jean-Jacques Sanvert nous en a déjà parlé, une interview qui n'est pas encore sortie au moment où on tourne cette vidéo, qui nous disait que il s'était intéressé au mentalisme parce que il en était arrivé à une conclusion qui était la suivante, c'était que arrivé à un certain moment, la magie s'est tellement démocratisée que c'est plus possible de vraiment baiser les gens avec de la magie et c'est plus vraiment possible de créer une sensation magique. Que une des dernières voies pour créer une émotion magique chez le spectateur était le mentalisme parce qu'ils avaient Mm. vraiment l'impression que tu rentrais une perceuse dans leur cervelle. Ça, C'est c'était exactement ça. c'était vraiment l'idée de Jean-Jacques Sanvert. Et tu viens de parler d'un tour un petit peu avant que j'ai dans mon cœur au plus profond de moi, que j'aime parce que je trouve qu'il lie très bien le mentalisme et la magie, à savoir le PK Touch. Ah oui, Euh, PK Touch qui est vraiment génial, formidable, un impact fou sur les gens. Euh, et tu m'as dit que toi, tu avais ta version du PK Touch. Est-ce que sur ta version du PK Touch, déjà, explique ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas, et ensuite, est-ce que tu amènes d'autres sens que le toucher dans ton PK Touch, comme par exemple les bien French sûr. Twins l'ont fait avec les Mm. senteurs ou les choses comme ça? Ouais, c'est exactement ça. Dans ma version, je commence par le toucher. Donc, on explique, hein, tu as deux personnes, tu touches une personne, c'est le qui ressent la touche. Mais après, j'ai été au-delà. C'est-à-dire qu'on ferme tous les yeux. Moi, je fais des gestes et la personne va faire le même geste que moi. Je vais faire ça, la personne va faire ça. Je vais croiser les bras, il va faire la même chose. Après, tu as la senteur, effectivement, le goût. Tu vas souffler sur une personne, l'autre personne va sentir aussi ce souffle. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Donc, j'ai une version qui est assez intéressante. Les Twins aussi ont une très belle version. Et c'est vrai que le PK Touch, moi, je l'ai monté avec mon pote Fred Da Silva avant qu'il parte à Las Vegas. Et on faisait ça ensemble. On faisait ça ensemble. On montait toute une routine avec. Donc, on avait acheté le matos qui allait avec à l'époque, qui est aujourd'hui obsolète. Mais on s'est rendu compte que c'est très, très fort pour les gens. Alors, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que maintenant, beaucoup de magiciens le font. Et moi, j'aime pas trop faire les mêmes tours que font les autres magiciens. Mais c'est vrai que j'étais un des premiers à faire, par exemple, les book tests. Tu vois, les book tests, avant les jeux book tests. Avec Jean-Jacques, d'ailleurs, on a été les premiers à faire des book tests. Je te parle de ça il y a presque 20 ans. Il y a presque 20 ans, on avait déjà, alors pas de book test français, on avait les book test anglais. Donc, en événementiel, on avait un book test, mais en anglais. Donc, ce qui était un peu dommage parce que les gens parlaient français et tu leur donnais un livre anglais. Mais en France, il n'y avait pas de book test. Et à la fin, je me suis mis en fait, à écrire le mien parce que je me dis, c'est dommage, il manque. Donc, book test, on était un des premiers. Fred, pareil. Mais je pense que celui qui a ouvert vraiment la voie, c'est Gary Kurtz. C'est Gary Kurtz qui a ouvert la voie du mentalisme en France, même si ces spectacles, je trouve qu'au niveau des choix des tours, pour une grande salle de 500 personnes, il y a quelques tours qui n'allaient pas. Tu vois, une routine de montre qui change d'heure ou quoi, et tu as 500 personnes, C'est personne ne le difficile. voit. Mais sa routine est extraordinaire. C'est-à-dire que le spectacle, moi, de Gary Kurtz, ça m'a. Je crois que c'est là où j'ai été le plus bluffé au niveau du mentalisme parce qu'il avait de l'avance sur tout le monde. Sur les book tests, il avait son propre book test. Sur le Toasted Deck, au début, il fait mélanger les jeux, il lance le jeu, tu sais, et on regarde, on regarde, on regarde.
Et après, il pense, enfin, il y a une version que j'ai montée, que j'ai jamais refait d'ailleurs, que j'ai montée à la maison avec 8 cartes. C'est le meilleur toasted deck que j'ai vu. Il a une version de Confabulation dans sa map monde qui est génial. Enfin, tout ça, il a les scotch sur les yeux. C'était un des seuls à faire les scotch. Le PK Touch, c'était un des seuls à faire le PK Touch. On ne connaissait pas. Et son spectacle, moi j'ai été le voir 4 fois, son spectacle. Donc son spectacle a ouvert vraiment la boîte de Pandore au niveau du mentalisme. Et c'est là où tu te rends compte que c'est très impressionnant par rapport à un tour de cartes qui va être très joli, par rapport à ce que tu veux, une corde coupée, raccommoder, ce que tu veux. Mais quand tu commences à toucher au mentalisme et tu devines le prénom de la fille de la personne qui est en face de toi, bah, le gars, il va s'en souvenir toute sa vie, quoi. Ça, c'est clair. Enfin, Jean-Jacques était d'accord avec moi là-dessus. Le meilleur mentaliste au monde actuellement, c'est un Anglais qui s'appelle Darren Brown, pour moi. Hein. Je trouve, Mm. je n'ai pas au-dessus et je trouve qu'il a encore apporté autre chose au mentalisme, je veux dire. Et Jean-Luc Ouais. Bertrand avait une très belle phrase pour Darren Brown qui dit Darren Brown a placé notre art là où le public vient le chercher. Et pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu penses du travail de Darren Brown? Est-ce que dans ton travail de mentalisme que tu fais aujourd'hui, il y a de l'inspiration de Darren Brown ou pas du tout? Est-ce que tu cherches ailleurs? Alors, alors, pas du tout. Tu vois, moi, j'adore Darren Brown. Hein. J'ai vu tous ses spectacles. Alors, j'ai pas eu la chance d'aller. On devait aller avec Jean-Jacques, d'ailleurs, ensemble, aller voir un de ses spectacles. On n'a jamais pu le faire. Mais c'est vrai qu'il a révolutionné aussi le mentalisme, quoi. Ce qu'il fait sur scène, c'était incroyable. Ses spectacles, il en a fait 5 ou 6, hein, je crois, c'est ça. Un truc comme ça. C'était assez extraordinaire. Mais tu vois, j'étais plus marqué, moi, par les premières représentations que j'ai vues de Gary Kurtz, parce que c'était un renouveau pour moi. Et je dis pas que c'était plus fort, hein, Gary Kurtz, mais Hmm. dans mes souvenirs à moi, j'avais plus cette sensation de voir du vrai mentalisme Oui, c'est de dans les premiers l'émotionnel, quoi. spectacles de Gary Kurtz. Ouais, c'est ça. Et après, bien sûr, plusieurs années après, quand tu vois les spectacles de Darren Brown, en même temps, Darren Brown, je l'ai vu en vidéo, alors que Gary Kurtz, j'étais au spectacle. Donc, tu n'as pas le même retour en vidéo, tu as plein de choses qui sont cachées. Mais c'est vrai que Darren Brown, il a révolutionné l'art du mentalisme. Mais tu vois, je me suis jamais inspiré de lui. Je me suis jamais dit, tiens, ça, c'est un tour. Comme par exemple Victor, qui est très fan. Et Victor, qui est pour moi un des meilleurs en France, voire plus loin en mentalisme. Victor Vincent, lui, il aime bien regarder son travail. Il adore ce que fait derrière. Moi aussi, j'adore, hein. Mais c'est pas ma manière de faire. Moi, j'aime plus mettre un peu d'humour, un peu déconner, un peu de. Et Darren ou Victor sont plus là dans le mentalisme un peu plus sérieux. Et ils le font très bien parce que Victor est un surdoué là-dedans et Darren Brown aussi, tu vois. Donc, c'est, c'est admirable. C'est un travail admirable. Moi, je suis plus magicien mentaliste, tu vois. Je ne veux pas me dire mentaliste tout court. C'est-à-dire que même sur les émissions sur TF1, Victor est très mentaliste. Gus est très magicien. Et moi, j'aime bien faire un peu des deux. Et ce qui me donne un panel assez large pour pouvoir choisir mes tours. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que Victor le fait très bien, Darren le fait très bien, et c'est toujours un événement quand Darren Brown sort un spectacle, parce que tu as toujours un spectacle, enfin, t'en as pas un qui est moins bon que l'autre, quoi. C'est 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 dingue, ça. incroyable, c'est incroyable. Alors, il bosse avec des gens, ouais, il bosse avec des gens, il est bien entouré, parce qu'il faut bien s'entourer. Mais à chaque fois, il a des nouvelles idées, il a une belle présentation. Non, Est-ce que c'est, toi, c'est, c'est, c'est du haut vol. est-ce que toi, tu crées tout seul ou tu t'entoures aussi? Non, moi, je crée tout seul. Je crée tout seul, je fabrique tout seul. Quand j'ai quelque chose à fabriquer qui est un peu plus compliqué, j'ai quelqu'un qui m'aide, qui bricole pour moi, qui est très bon. Tu vois, sur des émissions, des tableaux, des trucs, des guéridons truqués, des machins. J'ai quelqu'un qui fabrique pour moi parce que je ne sais pas travailler ni le bois, ni le métal, ni rien. Mais je dessine, je dis voilà, je veux ça. Mais sinon, au niveau des tours de magie, je crée tout seul, ouais. Et c'est peut-être un peu mon défaut parce que
c'est dur d'être tout seul, de travailler tout seul. Si tu t'entoures, tu es plus fort à plusieurs, en fait. Tu es plus fort à plusieurs. Si tu t'entoures autour d'une table de trois, quatre potes magiciens, tu dis, voilà, je voudrais faire ça. Bah, il y en a un qui va te donner une idée, l'autre qui va te donner. Et en 1 heure, tu as avancé plus que toi tout seul en une semaine. Donc ça, c'est certain. C'est certain. Et alors, puisque tu crées tout seul, est-ce qu'il y a un processus de création clair ou est-ce qu'il n'y a pas de processus? Ça fait comme ça vient et voilà. Alors, moi, je regarde pas mal de conférences, de vidéos, d'émissions de télé à l'étranger. Je les regarde toutes, d'ailleurs, au Japon, Canada, États-Unis, enfin, toutes les émissions en Angleterre, en Espagne. Et du coup, tiens, il y a une idée qui est sympa. Tiens, ça, c'est pas mal. Ou je regarde un peu les tours qui sont sortis. Mais je veux pas faire un tour tel quel que j'achète dans un magasin et que je refais à la télé. Ça, je veux pas. Sur toutes mes émissions de télé, j'essaie d'améliorer l'effet où j'essaie de l'inventer de A à Z. Et là, je suis sur 3, 4 trucs que je suis en train de monter. Alors, des fois, je prends un tour qui existe avec un autre et un autre, et je mélange les deux ou les trois, et puis je fais ma petite sauce, et ça donne un truc sympa. Mais je ne veux pas acheter un truc dans un magasin et après le faire tout de suite à la télé tel quel. Ça m'intéresse pas, il n'y a aucun intérêt. Et Hmm. puis, tu ne sors pas grandi de ça. Il n'y a aucun intérêt. Il y en a qui le font très bien, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc j'aime bien créer, j'aime bien, surtout, il faut que ce soit télévisuel, il faut que ça aille vite, il ne faut pas que ce soit chiant, il faut que ce soit amusant. À la télé, tu n'as pas 20 minutes, bah, tu en as 5, 6, 7. Donc je crée tout seul et c'est peut-être pas la bonne solution, mais c'est pas. En même Bah, temps, si tu as une bonne idée et tu en parles à tout le monde, bah, tout le monde va faire ton idée, donc c'est dommage. est-ce que c'est pas la bonne solution? Je suis pas sûr qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises solutions. Je veux dire, ça marche pour toi. C'est pas comme si Ouais, c'est pas comme si tu bah, je suis galérais, plutôt quoi. content, ouais. Je suis plutôt content de mes passages télé. Il y en a qui sont sympas. Il y en a peut-être qui sont mieux que d'autres, sûrement. Moi, je ne suis pas très objectif, mais vraiment, je me donne du mal. Je me donne du mal parce que je pense que quand tu fais de la télé, il faut que ça devienne un événement. Il faut pas que tu viennes faire un brainwave, quoi. Tu viens faire la télé, penser une carte, elle est retournée et tu rentres chez toi. Je pense qu'il faut vraiment s'embêter, se casser le pour faire un tour sympa, qui va durer 6, 7, 8 minutes avec des rebondissements. Moi, j'aime bien, tu sais, des effets qui se coupent, tu as l'impression que c'est terminé. Et ben non, c'est pas fini. Et Ouais, attention, des c'est effets pas en terminé. cascade, Et ouais. ben, voilà. Alors ça, j'aime bien. Même Arthur, des fois, il est perdu. Antonio, je fais non, attends, c'est pas terminé. Et même lui, comme il sait pas ce qu'on va faire, il est un peu perdu sur mes enchaînements. Et il faut que ça devienne un événement, parce qu'on a la chance de faire de la télé, même si aujourd'hui la télé, n'est plus comme avant, hein. Ça a beaucoup moins d'impact qu'avant. Mais on a de la chance de faire de la télé. Et je pense que si on t'ouvre une vitrine comme la télé, il faut que tu te débrouilles pour faire un truc qui tienne la route et où tu t'es trituré les méninges, où tu as bossé pendant des heures ou des mois sur un effet. Il faut que tu présentes un truc qui tienne la route parce que tu représentes un petit peu la magie aussi. Tu viens à la télé, tu fais de la magie, les gens vont te voir, s'ils aiment, ils vont dire ah bah c'est sympa la magie. S'ils aiment pas, ils vont dire finalement j'aime pas la magie, c'est nul. Donc tu représentes un petit peu le métier entre guillemets, tu vois. Donc nous sur Diversion par exemple, on a une équipe, on a fait des belles émissions et franchement, je pense qu'on a bien représenté la magie en France et même ailleurs parce qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait par rapport aux émissions qui existent à l'étranger parce que comme je te disais, je les regarde toutes. T'es vraiment passionné, ça fait vraiment plaisir à entendre. Et alors, j'ai lu un truc, parce que j'ai passé l'après-midi avec toi hier sur Internet. J'ai lu un truc, c'est que monsieur faisait du foot. Ah ouais. Monsieur aurait peut-être pu aller au PSG. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut débriefer 2 secondes Ah ouais, là-dessus? ça c'était avant les Qataris, ça, hein. Ils avaient beaucoup moins de budget qu'aujourd'hui. Oui, j'étais jeune, moi, ça a été toute ma vie le foot, hein. J'ai démarré, ouais, j'avais 5 ans, 6 ans. En fait, j'avais la chance à côté de chez moi d'habiter dans un grand parc où il y avait plusieurs terrains de foot et tous les week-ends, j'allais là-bas.
Tous les week-ends, j'allais là-bas jouer avec des potes, mais des gens plus grands que moi, tu vois. Donc, j'avais 7, 8 ans, je jouais avec des 12, 13, 14 ans. Alors, des fois, j'avais pas le droit de jouer, j'étais trop petit. Donc, je rentrais en pleurant. Et des fois, ils me laissaient jouer. Et puis, c'est comme ça que j'ai appris le foot, en fait. Et je suis rentré dans un club un petit club et tout, où j'ai été élu meilleur joueur du club. Donc, super, j'étais content. Et à 13, 14 ans, ouais, il y a des recruteurs du PSG qui sont venus me voir en me disant, voilà, 13, 14 ans, c'est le bon âge, est-ce que tu veux, machin. Bon, mes parents n'ont pas voulu. Mais j'ai continué après dans un autre club. Je jouais après à un niveau qui était intéressant. Je gagnais déjà un petit peu d'argent, tu vois. Mais à l'âge de 20 ans, je me suis blessé à la cheville assez gravement, hein, parce que j'ai fait un début de gangrène et tout. Donc, c'était pendant l'armée. Et c'est l'armée qui m'a soigné. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre la magie. C'est là où j'ai commencé à apprendre la magie. Mais c'est vrai que le foot, c'était toute ma vie. Toute ma vie, je m'entraînais 3 fois par semaine, je jouais le week-end. J'étais surclassé même. Je jouais avec des seniors alors que j'étais junior. On était en division d'honneur, c'était à Issy-les-Moulineaux, FC ici. Et des super souvenirs. Et j'adorais ça, quoi. J'y allais même qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve. J'allais aux entraînements. C'était vraiment ma vie, le foot. Et encore aujourd'hui, je suis des matchs du PSG, je suis un supporter. Ce- Mais ça a été ma vie. Et bim, accident à 20 ans où j'ai pris un mauvais tacle. Et puis c'est là où j'ai connu la magie. Ouais. pour une fois que c'est pas le ligament croisé chez un footballeur, c'est fort. Ça, Non, j'ai jamais fait ça. ça, ça, ça suit une logique qui est assez intéressante chez toi, c'est que tu fonctionnes à la passion, j'ai l'impression. Il y a eu le foot, il y a eu la magie. Est-ce que c'était important pour toi, arriver à un certain moment, que la magie devienne ton métier, ou est-ce que tu t'es toujours dit que tu aurais pu faire autre chose et que en fait, bah, la magie, ça aurait très bien pu être de côté, enfin, continuer à en faire, mais pas nécessairement professionnellement. Alors, tu sais, moi, la magie, c'était vraiment une passion. Moi, je pense que j'ai vraiment eu la révélation quand j'ai vu Bébel, en fait. Alors, Alexandra m'avait appris des trucs sympas. On s'est vraiment bien amusé pendant 2, 3 mois. En plus, j'étais jeune, j'avais 20 ans, elle devait en avoir 21, 22. Tu vois, elle donnait déjà des cours. Et c'était vraiment intéressant de l'Emsley, le Hamann, on a commencé comme ça. Et justement, là, quand je me suis blessé, donc j'étais en béquille pendant 3 mois. Et en bas de chez moi, il y avait des cours de magie. Et ça s'appelait Aldéage et c'était à Issy-les-Moulineaux. Et en bas, il y avait du théâtre, il y avait de la danse, il y avait de la magie. Et là, je me dis, tiens, il y a de la magie, qui sait? Bon, j'y vais, et puis et je vois un petit bonhomme qui a frisé, lunettes, tout petit, et qui fait des trucs de cartes. Et c'était Bébel. Moi, je ne le connaissais pas. Et c'est là où j'ai vraiment eu la révélation. Je me dis, c'est ça que je veux faire. Et moi, en parallèle, eh ben, je faisais les marchés parce que j'avais pas de diplôme, j'étais un cancre à l'école. Donc, je faisais les marchés pour payer mes cours de magie parce on n'avait pas d'argent. Et donc, bah, je faisais mes marchés le matin et puis le soir, rentrant des marchés, je me levais à 5 heures du mat et puis je finissais à 14 heures et 14 heures jusqu'à 20 heures, je m'entraînais en magie. Alors, autant te dire que la nuit, après, je dormais bien, mais Surtout avec Bébel, je quoi. m'entraînais beaucoup. Ouais, et Bébel, on le voyait, donc Aldéage, on était en groupe de 10, 15, des fois on était 8, ce qui coûtait moins cher. Et tous les mercredis, on avait ces cours-là, Aldéage. Et c'était vraiment une passion, mais je me dis, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux apprendre, mais je me suis jamais dit, c'est ça que je veux faire comme métier, parce que je savais pas que ça existait, moi, magicien professionnel. Je me dis, comment on peut gagner sa vie et en plus bien en jouant, quoi, en Hmm. jouant, en faisant de la. Alors au foot, oui, tu joues, machin, bon, mais tu te dis, tu fais de la magie, c'est ta passion, et tu peux gagner ta vie avec, j'y croyais pas. Et au fur et à mesure que bah, je faisais les marchés le matin, le soir, on me demandait pour des événements, des boîtes, des agences événementielles. Alors le soir, j'étais en smoking. Le matin, j'étais en tablier avec mes mitaines et avec mon bonnet. Et c'était le soir, j'avais plein de gens qui me regardaient, qui m'applaudissaient. Et puis le matin, je déchargeais des camions. Donc c'était assez troublant comme contraste.
Et du coup, je me suis dit, tiens, il y a peut-être, on peut peut-être en faire un métier de ce truc-là, parce que ça me plaît, et puis j'en ai un peu marre de décharger des camions. Et j'ai un peu mal au dos, là. Et j'ai rencontré quelqu'un, un cousin d'un copain à moi avec qui je travaillais, et il était intermittent du spectacle. Il était musicien, Polo, il s'appelait, que j'ai plus revu. Il me dit, Polo, il me dit, tu sais, Antonio, il y a le statut intermittent, tu fais combien de dates là? Bah, je lui dis, bah, j'en fais une par week-end, quoi. Ben, il me dit, bah, c'est bien. Et bah, tu sais qu'au bout de 43 cachets à l'année, tu peux être intermittent. Et si tu es intermittent, et tu vas gagner mieux ta vie que si tu décharges des camions. Et on a cette chance en France d'avoir ce statut intermittent. Et il y a 25 ans, le statut intermittent était beaucoup plus intéressant qu'aujourd'hui. Et je lui dis, mais je ne savais pas tout ça. Il dit, si, tu devrais. Et du coup, je me suis renseigné. J'ai démissionné parce qu'il m'a dit, il faut que tu démissionnes Hmm. pour avoir tes droits. Non, c'est même pas ça. Il m'a dit, il faut que tu te fasses virer pour avoir tes droits. Si tu démissionnes, tu n'as pas droit. Tu n'as pas tes droits en cours. Mais ça, je ne savais pas, tu vois. Donc, le gars m'a aiguillé. J'ai été voir mon patron. Je lui ai écouté. Virez-moi, je veux être magicien. Donc, il a rigolé. Mais quelques années après, quand il m'a vu à la télé, il a beaucoup moins rigolé, quoi. Et il m'a dit, écoute, je te suis. Tu as été un bon élément pour nous. Je fais ce que tu veux. Si tu veux faire ton rêve, vas-y. Et ça a démarré comme ça. Et grâce au statut intermittent, je suis passé professionnel. C'est honorable. Euh, on parle, pour toi qui regarde cette vidéo, de Alexandra Duvivier et de Bébel. Les deux sont déjà passés sur ce format d'interview, donc les liens sont en description si tu veux aller voir. Tu vas jeter un œil. Tu attends Ouais. d'abord, tu écoutes d'abord ce que Antonio a à dire, et quand c'est terminé, tu vas dans la description et tu vas voir les deux interviews à l'affilée. Ça va te faire bien dormir ce soir. Euh, à quel point pour toi, parce que du coup, tu as le foot, que tu aimes, que tu suis, Ouais. qui est une deuxième passion pour toi. Est-ce que à quel point c'est important de ne pas faire que de la magie pour toi? Si c'est important, ou est-ce que tu pourrais te dire, Alors, bah, je fais que de la magie, je fais que ça, que ça, que ça. eh bien, moi, je fais que de la magie. Je fais que parce que j'ai arrêté le foot. Suite à ma blessure, j'ai arrêté le foot. Et j'ai jamais repris. Et ça me manque. Alors, je fais du sport, j'ai une salle de sport à la maison, je m'entretiens si tu veux, mais je fais plus de foot, je fais plus de tennis, je fais plus de basket. J'aimais bien faire un petit peu tout ça. Et en fait, la magie me prend tout mon temps, en fait. Tout mon temps, tu vois, là, avant ton interview, bah, j'étais en train de fabriquer. J'ai un nouveau truc de prédiction avec des enveloppes que je fabrique. Après, quand on va raccrocher, j'y retourne. J'en ai pour 5 6 jours de travail du matin au soir pour ce que je vais fabriquer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais entre la colle, les aimants, le machin, et c'est un nouveau truc que je vais faire en Zoom, et même à la télé d'ailleurs. Et en fait, je crée tout le temps. Je crée, je réfléchis. Quand je me couche, je m'endors, c'est là où viennent mes idées. Je cherche des nouveautés, je regarde des conférences. Voilà, c'est la magie et mes enfants, quoi. Et mes enfants, et d'abord mes enfants, bien sûr. Mais mes enfants, ma femme, la magie et mes prestations. Et je vis magie, je dors magie. Ça me prend tout mon temps. Tout mon temps, mais moi, c'est ce que je dis. On a 1 an de confinement. Nous, magiciens, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Même quand tu es confiné, quand on a beaucoup moins de travail, parce qu'aujourd'hui, à côté de mes 25 dates par mois, eh ben, j'en fais une. Donc, tu vois la différence de rythme. Eh ben, tu continues à travailler, tu continues à créer. On a la chance d'avoir une passion, un métier où tu peux tout le temps réfléchir ou créer ou t'entraîner. Tu prends un jeu de cartes. Moi, je me souviens une fois, j'ai dit à Bébel, moi, je veux apprendre toutes les techniques de cartes. Je veux être le meilleur en cartes. Et il me dit un truc, il me dit, mais c'est pas possible. Il m'a dit un truc, j'étais déçu. Il me dit, tu n'as pas assez d'une vie pour tout apprendre en technique de cartes. Et moi, j'étais déçu parce que je voulais tout apprendre. Oh, t'es Tous les chier, sauts de Bébel, coupe quand même. imaginables, ouais, toutes les levées doubles, les machins, je voulais tout apprendre. Et en fait, il me dit, tu n'as pas assez d'une vie pour tout apprendre. Et je dis, bah merde, moi qui voulais tout apprendre, c'est mal barré. Donc, on a toujours à travailler, à créer, à réfléchir. C'est passionnant, c'est passionnant. Alors, des fois, tu vas avoir une ou 2 semaines de mou, où t'as rien à faire au niveau de la création, hein. Tu crées plus, tu n'as plus d'idées qui arrivent, et après, bim, ça revient. Et c'est passionnant, ce métier est passionnant. Et du coup, ton dévolu, du coup,
physique et sportif n'est que dans la magie, ton dévolu mental n'est également que dans la magie. Et pour tes enfants, tu es papa de 2 filles, je crois. Mhm. Est-ce que tes 2 filles ou une des deux fait de la magie? Est-ce que ça les passionne? Ou est-ce que ça les saoule en fait? Elles voient trop leur père et ça les gave. Alors, ma femme, ça la saoule, c'est sûr, parce que ça fait 18 ans que je lui dis, alors, qu'est-ce que tu en penses de ce tour-là? En plus, elle est très objective et quand c'est nul, elle va te dire c'est nul. Quand c'est bien ou elle va rien voir, elle va dire, ah, ça, c'est bien. Donc, tu te dis, ça peut passer partout, mais comme toutes les femmes de magiciens d'ailleurs. Et mes filles, ouais, ça s'intéresse. J'aurais acheté quelques jeux. Il y a une gamme chez Match Dream là, que vend Johan, qui est très sympa pour les enfants. Les clés de la magie, quelque chose comme ça, c'est très sympa. Donc, j'aurais acheté 3-4 boîtes de ça. Mais pas plus, tu vois. Quand je m'entraîne, elle me dit, bah, tiens, à quoi ça sert? À quoi ça sert ce fil qui pend là, comme ça? À rien, à rien. Et c'est quoi ce jeu de cartes? Je peux toucher à ce jeu de cartes, il n'est pas truqué? Est-ce que je peux manipuler ton jeu? Il n'est pas truqué? Donc, moi, j'aimerais bien qu'elle fasse ça. Bon, maintenant, dans les temps actuels, Moi. peut-être moins, mais j'aimerais bien parce que c'est un beau métier, quoi. C'est un Parce beau que, métier. effectivement, toi t'as énormément travaillé et tu as bénéficié d'une médiatisation qui te donne quand même une place plutôt privilégiée en fait au sein du monde magique. Hein, voilà. Euh, Ne serait-ce que de pouvoir dire ben, je suis encore magicien. Je sais que moi, personnellement, j'ai mis clé sous la porte. Hein, voilà. C'est aussi simple que Mm. ça. Il y en a beaucoup qui sont dans mon cas, il y en a moins qui sont dans ton cas. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans la magie aujourd'hui et dire je veux en faire mon taf? Qu'est-ce que tu penses de la magie en ce moment, de manière générale, avec ce confinement, avec ce Covid? Alors, tu as raison, hein. Nous, on n'est pas les plus à plaindre. Nous avons la chance d'être médiatisés. On est quoi? On est 4-5 en ce moment à être médiatisés. Il y a Gus, il y a Victor, il y a moi, il y a Eric-Antoine. Les French Kids. Kamel, il n'est plus là. Tu as les Twins aussi. Mais dans les récurrents, en ce moment à la télé, bah, tu n'as plus Bernard Billis, tu n'as plus Daniel Harry. Dans les récurrents en ce moment, c'est plutôt Victor, Gus ou moi et Eric, quoi. Avant eux, c'était plutôt bah, tout à trouver diversion, mais diversion pour l'instant, il n'y en a plus à cause du Covid et je pense qu'il n'y en aura plus, malheureusement. En tout cas, c'est mal barré. Et nous, on n'est pas les plus. Alors, moi, comme je te disais, je passe de 25 dates à une date ou deux. Bon, maintenant, ça augmente un petit peu plus parce qu'on fait des zooms, on fait des choses comme ça, on s'adapte, quoi. Mais c'est vrai qu'on a la chance donc d'être médiatisé. Si les gens veulent nous prendre même en spectacle Zoom, si tu mets Antonio avec mon teaser télé et puis un autre qui est moins connu, forcément, alors je vais être plus cher, mais forcément, j'ai un peu plus de poids. Et c'est peut-être là où nous, on va pouvoir garder notre travail parce qu'on est plus connu que les autres. Alors que j'ai plein de copains qui ont beaucoup de talent, mais qui aujourd'hui font veilleur de nuit, l'autre qui vend des appartes, l'autre qui monte des cuisines, et l'autre parce que tu peux pas attendre un an sans travailler, il faut bien payer ton loyer et puis payer tes impôts. Mm. Donc c'est très compliqué. Moi, je me suis mis au Zoom assez tard parce que je voulais pas en entendre parler. Parce que je me dis, nous, notre ADN, c'est de monter sur scène devant 500, 1000 personnes. C'est avoir les applaudissements des gens, les rires. Et je veux pas être derrière, surtout que moi, je suis nul en ordi. Enfin, tu l'as bien vu, hein, j'ai même pas pu redémarrer mon ordi tout à l'heure. On fait ça sur le téléphone. Donc, je voulais pas en entendre parler. C'est-à-dire que si tu te mets à la magie Zoom, en fait, c'est condamner le spectacle vivant, entre guillemets. Alors, je sais qu'il y a des magiciens qui sont pas pour en disant oui, les magiciens qui font du Zoom, c'est pas bien pour notre métier parce qu'après, les clients vont s'habituer à ça et n'iront plus au théâtre. Je... Moi, je pense pas. Ouais, je pense pas non plus. Je pense qu'on aura une corde supplémentaire à notre arc. Et tu vois, hier soir, j'ai fait un Zoom pendant 1 heure dans les studios de mon ami Laurent Langlois. Et ben, les gens, ça va jamais remplacer le spectacle vivant. Mais les gens, moi qui ne croyais pas en Magie Zoom, les gens sont scotchés. Les gens, le gars qui est chez lui, tu dis, allez chercher un livre
dans votre bibliothèque, pensez à un mot dans la bibliothèque et bim, bim, je vais le deviner. Le gars, il te dit, mais moi, je suis chez moi, lui, il est chez lui. Comment il arrive à faire avec la distance? Comment il arrive à deviner ça? Pensez à un numéro entre 1 et 99. Oui, le 3. Bah, tenez, le 3, c'était Coluche. Et ben, regardez, bim, je découpe sur le tableau, bim, Coluche. Et le mec, il me dit, mais j'ai dit 3. Si c'était le 4, c'était Travolta. Si c'était le... Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as une interactivité en Magie Zoom qui est peut-être pas plus impressionnant, mais plus déstabilisant pour le gars qui est chez lui et qui se dit, mais merde, comment c'est possible que lui, de chez lui, il arrive à deviner le prénom de ma femme, alors que j'ai quasiment rien dit. Enfin, tu vois. Ouais, c'est sûr. Parce que, enfin, je suis en train de me retaper les classiques de la littérature en ce moment. Et je suis sur Concevoir des miracles de Darwin Ortiz. Et Ouais. c'est marrant parce que j'y avais jamais pensé à ça, mais on parle de la distance de causalité. Plus l'effet se passe loin de l'endroit où la technique s'est passée, et plus c'est fort. Mais avec les zooms, en fait, c'est sûr que faire prendre un livre chez un mec et deviner le mot qu'il a chez lui, mais la causalité, elle est folle, quoi. Mais bien sûr. Et en plus, je fais ça dans mon bureau. Donc, tu vois, ça paye pas de mine. J'ai mon bureau, j'ai mis deux, trois cadres, je suis dans mes combles. Il n'y a pas d'artifice. Il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de musique, il y a pas. Tu es chez toi, derrière ton bureau, avec ton écran, tu fais un simple brainwave, ça scotche les gens. Pense à une carte, bah, regardez, la seule qui est à l'envers, c'est la vôtre. Rien que ça les scotche. Mais on va au-delà de ça. Il y a plein d'effets que j'ai montés dans mon Zoom où le gars, je lui envoie des dés à jouer. Lancez les dés, additionnez. Bah, j'ai fait 18. Ah bah 18, regardez, vous êtes tombé sur le Canada. Canada, machin. Et à la fin, tu as toute une révélation. Donc, il y a cette distance qui te dit, mais comment c'est possible? Alors que sur scène, il peut peut-être avoir des complices, il peut peut-être avoir, je sais pas, moi, les éclairages, un écran retour, un machin, alors que derrière son écran, il peut moins. Alors, je préfère pas faire du zoom, hein, c'est clair. Même si c'est vrai que c'est confortable. Tu es chez toi, tu fais une heure de zoom et 5 minutes après, tu es à table avec tes enfants. T'as pas d'hôtel, t'as pas de transport, parce que la pénibilité de notre métier, c'est ça. C'est la logistique, c'est le transport, c'est l'hôtel, c'est les kilomètres. Des fois, je rentrais à 4-5 heures du matin de chez moi, j'avais 800 kilomètres dans les bottes. Et c'est ça qui est compliqué. Tu dors à l'hôtel et tu n'as pas envie de dormir à l'hôtel. Alors que là, tu es chez toi, tu fais ton truc et tu es déjà à la maison. Donc, c'est vrai que je pense que c'est une corde à notre arc qu'on va garder quand l'événementiel va réouvrir. Les gens vont devoir se réunir pour se revoir et j'espère parce que j'ai vraiment envie de monter sur scène. Mon pote Gus a fait un Zoom, son premier Zoom il y a 3-4 jours. Et ben, il a adoré le faire, même s'il préfère la scène, bien sûr. Mais on se rend compte que moi, j'ai que des bons retours. Des clients qui me disent ben, c'est vraiment sympa. Mais pour l'instant, c'est pas encore rentré dans les mœurs pour les sociétés. C'est pas encore rentré dans les mœurs. C'est-à-dire que si tu fais pas une démonstration, si tu t'appelles un client qui t'a fait bosser un événementiel il a 10 ans, tu dis bah, je fais de la magie Zoom. Le gars, il va pas y croire. Il va te dire, mais c'est quoi de la magie Zoom? Bah, laisse-moi 20 minutes et je te fais une démo. Et quand tu fais une démo, eh ben, ça match. Ça match tout de suite. Parce qu'il te dit, mais oui, mais comment tu peux deviner que j'ai pensé à ça derrière ton écran, que j'ai fait ci, Et aujourd'hui, tu as tellement d'applications avec la technique, l'électronique, tu peux faire plein de trucs. Tu peux faire des miracles. Alors, écoute, parce que on est déjà presque à 1 heure, déjà. Ah, déjà, Et ça passe ça vite. passe vite. Mais on n'en est pas tout à fait à 1 heure. Et cette. Bon, je parle beaucoup aussi, hein. Non, mais c'est parfait. Ne t'inquiète pas. Ne te juge pas comme ça. Je termine cette série d'interviews en posant des questions un peu plus courtes, qui amènent des réponses un peu plus courtes. Et, Ouais. euh, et du coup, c'est très simple, mais ça s'adresse plus aux gens qui regardent. Du coup, demain, imagine-toi, il y a quelqu'un qui sonne à ta porte, qui sonne à ta porte, et en espérant qu'il n'y ait pas vraiment quelqu'un qui le fasse, mais qui te dit: Salut Antonio, je ne fais pas de magie, j'ai envie de commencer la magie, je ne sais pas par où commencer, je fais quoi? Ça, c'est une très bonne question et on me l'a souvent posé. En fait, il faut rencontrer les bonnes personnes. Moi, c'est ce que j'ai eu au début. Euh, T'inscrire dans des agences événementielles, faire des petits restos pour t'entraîner au début, beaucoup travailler déjà, beaucoup travailler en magie, faire des choses originales.
et faire des choses que les autres ne font pas. Voilà, si tu fais les mêmes tours, si tous les magiciens font le même tour, pourquoi te prendre toi et pas un autre? Arriver à l'heure, bien t'habiller, bien te raser, et tout ça, c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Mais je pense que moi, j'ai démarré avec les agences événementielles, c'est eux qui me donnent du travail. Maintenant, je passe avec des boîtes en direct qui m'appellent, mais je pense qu'il faut s'acoquiner avec des gens qui ont un réseau client. Et quand tu en fais tu fais un événement qui se passe bien, forcément, on va te rappeler. Et ça fait boule de neige. Donc, si tu es sérieux et tu es bon, forcément, tu vas, ça va marcher. Mais il faut commencer un jour. Et là, il y a un deuxième mec qui vient toquer à ta porte parce que tu es très demandé. Et il vient de dire moi, je fais pas du tout de magie. J'ai envie de commencer la magie. Qu'est-ce que je dois lire en premier? Ah, alors, prendre un professeur, parce que c'est bien Internet, tout ce que tu veux, mais tu attrapes beaucoup de défauts avec Internet, c'est dommage. Donc, prendre un professeur, moi, je recommande souvent la série de Bernard Billis, La magie par les cartes, parce que j'ai aussi commencé par ça. J'ai aussi commencé par ça, à part Alexandra ou Bébel. J'ai surtout regardé Bernard Billis chez Coucou, c'est nous sur TF1, qui était extraordinaire. J'adorais, je comprenais pas, j'enregistrais avec ma vieille VHS et pour savoir comment ça marchait. Donc, La magie par les cartes, tu as une série de 6 cassettes VHS, mais qui sont maintenant en DVD. Et pour démarrer, si tu n'as pas de prof, pour démarrer, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, franchement. C'est vraiment sympa. Après, prendre un prof, parce que rien de tel qu'un gars qui veut te dire, bah, tu vois, le doigt, il faut le mettre là, il ne faut pas le mettre là. Hmm. Tu vois, si tu veux préparer ta levée double, tu la prépares comme ça, tu la prépares pas comme ça. Euh, c'est des petits détails, mais c'est important. C'est mieux d'avoir un prof à côté. Un Il faut bien le troisième, choisir aussi, le prof. un troisième mec vient à ta porte et il te dit moi, je fais déjà, j'ai un peu envie de faire de la magie, mais je Et suis vas-y. pas. Alors, un troisième mec, attends. Un troisième mec vient sonner chez toi et il te dit Oui, moi, oui. ouais, j'ai un peu envie de faire de la magie, mais je suis pas sûr de l'impact que je peux avoir sur les gens. Et il te dit mais raconte-moi, toi, un souvenir de Presta qui t'a marqué. Tu lui racontes quoi? Alors, un souvenir de Presta, et tu me dis que lui, il n'est pas sûr de lui, c'était ça l'histoire? Ouais, c'est ça. Un souvenir de Presta qui t'a marqué, c'est pour t'amener à dire ça, quoi. D'accord, un souvenir de Presta qui m'a marqué, mais positif, négatif, plutôt Ah, positif. positif. Un truc, un moment donné où tu t'es dit là, c'est génial, quoi. Ouais, bon, en fait, il y a un truc qui m'a marqué, ouais, c'est que bah, il y avait Thomas Thibault ce jour-là, on était à Londres au Magic Circle. Magic Circle à Londres. Et dans mon spectacle, j'ai eu 2 standing ovations. Et je me suis dit, c'est quand même. Et lui, il m'en parle toujours encore aujourd'hui. On a fait un VM Live il y a 3 mois. Il a encore sorti cette anecdote. Et je me dis, avoir 2 standing ovations dans un même spectacle, c'est qu'il y a quelque chose, il faut que je continue, quoi. Parce que en plein milieu, j'ai fait un effet, je ne sais plus lequel, les gens se sont levés, ils ont applaudi. Et les gens savaient que c'était pas terminé parce que j'avais 1 heure de spectacle et on était à 30 minutes. Et là, ils se lèvent, tout le monde se lève et m'applaudit. Et j'ai pas fini mon truc. Et j'ai trouvé que c'était tellement fort, je me dis, comment c'est possible? Il se rasseye et on continue. Et à la fin, j'ai une deuxième à la fin. Mais à la fin, pour avoir une standing ovation, bon, je ne vais pas dire que tout le monde peut l'avoir, mais tu as des techniques, d'ailleurs, qui ne m'intéressent pas parce que ou c'est spontané ou pas. Mais tu as des techniques où le gars repart, il revient, hey, machin, et les gens sont obligés de se lever, en gros, tu vois. Moi, je ne le fais pas, ou ils se lèvent parce qu'ils sont contents, ou ils ne se lèvent pas, et puis voilà, où il va. Et ça m'avait marqué ce truc-là, et je te parle de ça il y a plus de 20 ans. Et je commençais tout juste, et je me dis, bon, si ça s'est passé comme ça ce soir, eh ben, il faut que je continue, parce que c'est un petit peu, c'est un signe, quoi. C'est que les gens ont aimé, c'est que les gens adhèrent, et c'est un signe. Donc ça, après, il y a plein de choses magnifiques en spectacle qui se sont passées. Tu as des scènes incroyables comme le spectacle Juste pour rire à Montréal où il y avait une salle de 3000 personnes. Je me suis éclaté. Il y a tellement de souvenirs. On pourrait écrire un bouquin. Il y a tellement de souvenirs avec ce métier, tellement de beaux voyages. C'est génial. Qui est-ce qui te met Des sur le... rencontres avec des célébrités. Ouais, évidemment. Qui est-ce qui te met sur le cul actuellement en magie?
positivement? J'aime beaucoup. Alors, c'est une bonne question aussi, ça. J'aime beaucoup Aziwin. Aziwin que j'ai été voir en conférence, qui est vraiment bon. J'aime beaucoup Christian Engblom aussi, qui est d'une gentillesse. Vraiment, en France, moi, j'ai mes chouchous en France. J'ai Jean-Jacques Sanvert, qui est devenu un ami, mais pour moi, c'était mon idole quand j'ai démarré. T'as Darren Brown, bien sûr, t'as Gary Kurtz, mais tu vois, t'as un gars comme Joshua Jay, dès qu'il sort un truc, tu sais que ça va être bon. Dan White, c'est très bien aussi. Et après, t'as Shin Lim, c'est pas mon style de magie, mais t'as quand même. Et puis en France, on a quand même des bons, hein. En France, Oui. on est bien. Bebel, qui est un virtuose au niveau des cartes. Tu as quand même des gens qui tiennent la route en France. Je trouve qu'on a un bon niveau. Tu as Bernard Billis, qui au niveau de la manip aussi, tout ce qu'il a fait à la télé, on ne se rend pas compte. Il a fait des choses extraordinaires au cabaret. Couillu, incroyable. Enfin, tu as mes copains, Victor, Gus, Enzo, Caroline, même Luc qui est au Canada. Bon, non, non, il y en a des bons. On n'a pas à rougir, hein, je pense, en France, hein. On n'a pas à rougir, hein. Et enfin, ma dernière question qui est, pour que cette série d'interviews puisse continuer, je demande toujours s'il y a quelqu'un avec qui on pourrait me mettre en contact, avec qui tu pourrais me mettre en contact, qui pourrait se plaire à parler de son parcours, de sa vision de la magie dans ce format. Avec qui est-ce que tu pourrais me mettre en contact pour continuer tout ça? Alors la question c'est qui t'a mis en contact avec moi? La personne qui m'a mis en contact avec toi, oh la vache, laisse-moi réfléchir. Ah, c'est piège ça, hein? Parce que j'en ai fait pas mal, je commence à en avoir fait pas mal là. Bon, tu me répondras plus tard, c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Et écoute, mais je peux en parler à Caroline, par exemple. Je peux en parler à Gus. Je peux en parler à Bernard. Tu l'as fait, Bernard Billis? Je l'appelle tout à l'heure, Bernard. Ah, Bernard, tu l'embrasses de ma part. D'accord. Caroline, ce serait Euh, super. Caroline, je lui envoie un message si tu veux et tu peux Caroline, faire ce ça. serait top. J'ai la réponse à ta question, en fait. Ce n'est personne qui t'a recommandé à moi, parce que tu étais sur ma liste de base, maintenant que j'y pense, des gens que je voulais contacter. D'accord. Parce que si tu vas chercher dans tes messages privés Instagram, tu vas pouvoir voir que j'étais un peu bourriné sur Instagram Ah, je t'ai pas répondu sur Instagram. Non, non, Je non, t'ai c'est pas répondu grave. sur Messenger, c'est ça? C'est ça, je n'étais pas là. Donc, Caroline Marx, c'est super parce qu'il y a beaucoup de choses à parler et je n'ai pas assez de magiciennes sur ce format et il en faut parce qu'il faut Je t'aimais, parler, Caroline, il faut parler des femmes dans la magie et il bien faut, sûr. il faut leur donner une place. Il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne il y a quelques semaines qui parle de la place des femmes dans la magie. Je vous invite à aller la voir, elle est également dans la description. Euh, Antonio, écoute, pour moi, là, on est bon. Si t'as un dernier mot à dire pour conclure cette interview, je t'en prie, lance-toi. Sinon, moi, je vais fermer notre conversation là, même si on aurait pu continuer encore un moment. Mais je t'en prie, si tu as un truc à dire. Un mot pour finir, peut-être sur la situation actuelle où c'est très compliqué pour tous mes copains artistes, comiques, magiciens. Je pense qu'il faut garder espoir, qu'à partir de, à mon avis, septembre, on va pouvoir remonter sur les planches, que ça nous a permis, nous, peut-être de développer une autre magie qui est digitale, qui est pas mal, qui n'est pas à négliger, qui est assez intéressante, et je pense que ça rajoutera une corde à notre arc, comme je te disais, pour ceux qui n'aiment pas trop, et moi j'étais le premier à pas aimer, et qu'il faut garder espoir et que j'espère surtout que le spectacle vivant ne disparaîtra pas, mais je ne pense pas parce que les gens ont besoin de cette cohésion, les gens ont besoin d'aller au spectacle, d'aller applaudir des gens. Donc, on mettra le temps, mais il faut pas lâcher l'affaire. Il faut insister. Et puis, même si aujourd'hui, pendant un an, tu changes de travail ou quoi, eh ben, faut revenir plus fort et revenir dans la magie parce que c'est quand même un magnifique métier. Et vendre du rêve aux gens, il y a rien de mieux, quoi. Donc, il faut garder espoir.
Nous, encore une fois, tu vois, on est en maison, on a un jardin, on est privilégié. Bon, ça fait 1 an qu'on bosse pas, mais au moins, on n'est pas en appart, on n'est pas enfermé, on est privilégié. Il y a bien pire que nous. Donc, il faut penser à tous ces gens-là qui galèrent, les pauvres, qui souffrent et dire que, à mon avis, ouais, dans quelques mois, on va reprendre. Si la vaccination fait son effet, ben, on devrait ouvrir un peu tout ça, quoi. Faut garder le moral. En fait, le message, c'est garder espoir, être optimiste, garder le sourire. Et puis, regardez-nous à la télé parce qu'on a encore quelques émissions qui ont été enregistrées, qui vont passer bientôt. Là, d'ailleurs, je passe là, vendredi. Tu vois, je sais même pas quand va être ton interview, mais je sais déjà que je passe vendredi. Bah, Tu as le mentaliste? vendredi, les amis, il y a 7 semaines pour vous. Exactement, exactement. Ça va être fin avril ou début mai. C'est ça, ça va vraiment être fin avril. Je rejoins totalement Antonio, Voilà, évidemment. faut être optimiste. Je rejoins évidemment totalement Antonio sur ce qu'il vient de dire. C'est très, très, très important. Maintenant, un message pour toi qui regarde cette vidéo, qui a vu le nom de Antonio dans le titre, mais qui ne connaît pas ma gueule. Moi, je m'appelle Quentin Métainier, je suis magicien. Enfin, voilà, je fais ce que je peux sur cette chaîne YouTube pour servir l'art magique, pour donner la parole à des gens qui m'inspirent, qui peuvent aussi t'inspirer, et puis à essayer de vulgariser les choses pour toi, pour que ce monde te paraisse non pas moins énigmatique, mais un petit peu plus accessible. Et une vidéo par semaine sort sur cette chaîne YouTube. Donc, je t'invite à t'abonner, à commenter cette vidéo, à la partager et à l'aimer pour qu'elle puisse être référencée correctement. On est encore une petite chaîne, mais ça va grandir tout ça, ça ne saurait tarder. Pour nous, on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Antonio, pour ta bienveillance, pour ton temps et d'avoir répondu présent. C'était vraiment super. Avec plaisir, Quentin, avec plaisir. Si ça peut agrémenter ton panel d'invités, c'est avec plaisir. Et puis, bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Les amis, on se dit à la semaine prochaine. C'est ciao.